La grève générale illimitée, c'est quelque chose qui est très efficace et qui a été nécessaire historiquement pour bâtir le droit à l'éducation au Québec. Il y a des raisons pour lesquelles la grève est efficace en milieu étudiant, des raisons techniques qui font en sorte que, par exemple, le ministre ou la ministre de l'Éducation ne peut pas annuler une session. Malgré le fait que, lors d'une grève générale illimitée étudiante, le ministre ou la ministre va essayer de faire peur à la population étudiante en grève en disant que la session risque d'être annulée. La personne qui en a vraiment peur, c'est le ministre ou la ministre et le gouvernement au pouvoir. Il y a des raisons pour ça. La première, des raisons logistiques et économiques. La première étant qu'il y a des cohortes qui doivent entrer dans les programmes et d'autres qui doivent en sortir. Donc, il ne faut pas que la session soit annulée pour que des gens puissent graduer, avoir leur diplôme, quitter un programme pour que d'autres puissent y entrer. C'est tout un casse-tête avec lequel le gouvernement doit faire affaire. Ensuite de ça, lors d'une grève, les professeurs ne sont pas nécessairement en grève, donc l'État doit les payer. Donc il y a d'importantes ressources économiques qui sont investies, malgré le fait que, encore une fois, il n'y aura pas de gens qui vont graduer si la grève est annulée. Donc on veut que le processus continue. Le patronat aussi met une pression sur le gouvernement pour que les gens obtiennent le diplôme et entrent sur le marché du travail. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, il y a une pression du patronat. Il y a aussi une pression sur le ministre ou la ministre qui vient de son conseil du ministre parce que pour tout gouvernement, d'avoir une mobilisation masse de l'ampleur d'une grève générale limitée, c'est problématique, d'autant plus s'il y a une campagne électorale qui s'en vient. On sait que présentement au Québec, il y a un gouvernement minoritaire, on ne sait pas quand les élections auront lieu. Donc on veut éviter à tout prix, non seulement la grève générale illimitée du côté du gouvernement, mais on veut aussi, surtout s'il y en a une grève, éviter d'annuler la session à cause de celle-là. Donc il y a un rapport de force énorme qui est créé. Ce rapport de force-là découle du fait que les étudiants et étudiantes, ils vont d'une action collective massive, une démonstration de solidarité massive lorsqu'ils se mettent en grève à travers le Québec et qu'il y a une solidarité qui existe en différents campus, autant collégiales qu'universitaires. Il y a aussi, à cause de la grève, une libération de temps qui est créée. Donc, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes qui peuvent prendre le temps de manifester, de faire des actions créatives, artistiques, d'occuper leur cégep, de faire des occupations et des actions de perturbation économique. Ensuite de ça, c'est une grève, pour que la grève soit efficace, il y a la question de la démocratie. Les gens qui vont aller négocier avec le gouvernement la sortie de grève, et qui vont faire valoir les revendications, vont être appuyés par des dizaines de milliers de personnes qui, en Assemblée générale, vont avoir décidé de leurs revendications et vont les appuyer, vont être informés, mobilisés et prêts à se battre pour le faire, et le ministre ou la ministre le sait. Ensuite de ça, ce qui est important de mentionner sur cette question-là, c'est qu'au-delà de ces aspects théoriques-là, historiquement, on voit que la grève a été efficace. C'est en grande partie à travers les grèves générales illimitées que le droit à l'éducation a été bâti au Québec. Il y a plusieurs exemples de ça. En 1968, il y a eu un gel des frais de scolarité qui a été instauré, qui a duré jusqu'en 1989. Lors de cette même grève-là, il y a eu le système de prêts et bourses qui a été créé, qu'on connaît aujourd'hui, date de cette grève-là. En 1974 et en 1978, il a été amélioré énormément à cause de la mobilisation des étudiants et étudiantes en grève. En 1986, on a bloqué un dégel des frais de scolarité. Même chose en 1996. En 2005, de la dernière en date, on sait qu'on a réussi à faire, encore une fois, reculer le gouvernement à l'aide de notre mobilisation collective et de notre grève générale illimitée. Donc c'est important de considérer le fait que si on veut défendre tous les acquis qu'on a fait par le passé, peut-être qu'il faut, il faut aller vers la grève générale illimitée cette année. Plusieurs gens disent que les frais étudiants au Québec ne sont pas si élevés que ça par rapport au reste du Canada et aux États-Unis et qu'il ne serait pas déraisonnable de les dégeler. Il faut comprendre que la valeur seule des frais n'est pas suffisante en soi pour démontrer qu'elle n'affecte pas l'accessibilité aux études. En fait, plusieurs études, dont une entre autres américaine, démontrent que si on inclut d'autres facteurs comme le salaire moyen et le coût de la vie, le Québec se place en fait non pas premier, mais 30e sur 60 provinces et États en Amérique du Nord. Deuxièmement, le fait que les frais étudiants soient bas est une preuve que le mouvement étudiant a toujours été mobilisé et il est maintenant temps pour nous tous de reprendre le flambeau. Il paraîtrait qu'il ne servira à rien de revendiquer la gratuité scolaire parce que tous les partis politiques au pouvoir en ce moment au Parlement sont pour le dégel des frais de scolarité. En fait, le fait que tous ces partis soient pour le dégel ne représente pas tout à fait la population étudiante.
70% de la population sondée est contre le dégel des frais de scolarité. Ce n'est pas parce qu'ils ont été élus avec une plateforme, un parti, un chef, que toute la population étudiante a donné tout leur accord sur toute la plateforme, tout le parti, tout le chef. La démocratie du système politique actuel nous impose une plateforme, mais ne pose pas la question précisément, êtes-vous pour ou contre le dégel des frais de scolarité? Souvent, on nous dit, bon, 1,2 milliard, c'est beaucoup d'argent, il faut le financer. Comment on peut le financer sans créer de nouvelles taxes, sans créer de nouveaux impôts? Il y a deux manières très simples de financer cette mesure. D'abord, annuler l'impôt de 950 millions que le gouvernement a accordé aux contribuables québécois, coupures d'impôts qui vont aller environ à 50% qui vont en fait aider à 50% plus les gens qui gagnent plus de 75 000 par année. Et ces gens-là représentent moins de 20% de la population québécoise. Donc, des coupures d'impôts qui favorisent d'abord tous les plus fortunés d'entre nous. Et ensuite, deuxième mesure fiscale annulée, l'abolition de la taxe sur le capital qui va enlever au gouvernement du Québec 870 millions annuellement. La taxe sur le capital, c'est une taxe sur le capital des entreprises. Donc, plus que l'entreprise est grosse, plus que l'entreprise possède de capital, plus qu'elle payait de taxes avant, mais bon, là, ils vont payer de moins en moins. D'autant plus que c'est une taxe qui touchait aussi beaucoup les banques, les institutions financières. Donc, en annulant ces deux mesures fiscales qui favorisent les plus fortunés d'entre nous, les grandes entreprises et les banques, on pourrait financer amplement la gratuité scolaire, régler le problème de sous-financement et même dégager une marge de manœuvre d'environ 3 à 400 millions de dollars annuellement en nouveaux fonds pour financer le réseau postsecondaire québécois.